Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel du mois d'août 2026. Alors ce mois-ci, eh bien, vous aurez la possibilité notamment de tenter d'observer la planète Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Un événement aussi à ne pas louper ce mois-ci, le 12 août, une éclipse totale de soleil visible en Europe de l'Ouest. Puis nous poursuivrons avec le 13, avec la pluie d'étoiles filantes des Perséides, pour finir à la fin du mois avec une éclipse, une nouvelle éclipse, mais cette fois-ci de lune, qui sera partielle. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir donc une nouvelle fois Mathieu et Robin pour ce mois-ci, mais nous souhaitons aussi très chaleureusement la bienvenue à notre ami Pascal, qui nous fait la joie de faire son retour au sein de notre chaîne. Donc, nous allons pouvoir commencer de suite avec ce premier événement qui a lieu le 11 août. Il s'agit donc de la planète Mercure qui va se pointé à l'aube sous un très fin croissant de lune. Alors, Mathieu, eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir exactement et à quel moment? Donc, ça se passe déjà sur l'horizon est-nord-est à l'aube, donc très tôt le matin, avant le lever du soleil, bien sûr. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il y a un très fin croissant lunaire. Alors, à ce moment-là, la phase de la Lune sera de 3%, donc c'est vraiment très, très fin, qui sera en fait quelques degrés au-dessus du petit point brillant de magnitude -1 que sera alors Mercure. Donc, Mercure sera relativement brillante, relativement facile à trouver également à l'œil nu. Donc, alors, ceci dit, arriver à voir visuellement le sourcil lunaire va représenter en soi un petit défi. Donc, il faut attendre que la Lune monte sur l'horizon, mais pas trop pour ne pas être en plus gêné par l'augmentation de la lumière ambiante qui accompagne en fait le lever du Soleil. Donc, un bon compromis pourrait être 1 heure, par exemple, avant le lever du Soleil. Des jumelles pourront faciliter la recherche, que ce soit de Mercure, mais également du sourcil lunaire. Quelques petits chiffres d'ailleurs intéressants à noter quand on regarde donc les deux astres aux instruments. Si vous avez un télescope sous la main, par exemple, bon, une paire de jumelles ne vous montrera pas plus qu'un petit point brillant, à peu près comme en visuel en fait. Donc, dans une petite lunette ou un petit télescope, ce qu'on voit de Mercure, c'est une toute petite boule brillante qui ne sera pas complètement pleine. Ce ne sera pas un disque plein, ce sera une phase gibbeuse en fait qu'aura Mercure à ce moment-là, une phase qui sera d'à peu près 70%. Voilà, et son diamètre apparent, lui, sera tout petit, 6 secondes d'arc. Donc autant vous dire que dans n'importe quel instrument, même en grossissant fortement, Mercure va rester vraiment petit. Et en plus, ceci doit être couplé au fait que Mercure va être très basse sur l'horizon, donc va rester dans les couches assez turbulentes de l'atmosphère. Donc grossir n'apportera pas forcément plus de détails sur la visibilité vraiment de la surface de Mercure. Voilà, donc ça reste un petit disque gibbeux dans un télescope. Pareil, du côté de la Lune, on n'aura pas énormément de contraste, pas énormément de choses à observer à la surface. Toutefois, on verra bien les crénelures, les fins détails finalement qui vont ciseler le terminateur, je dirais, de la Lune à ce moment-là. Voilà, un joli rapprochement tout de même à tenter pour ceux qui se lèvent, bien sûr, assez tôt. On va poursuivre maintenant avec cet événement donc, du 12 août. Il s'agit donc de l'éclipse totale de soleil qui sera visible en Europe de l'Ouest. Alors, quand on dit visible depuis toute l'Europe occidentale, faut-il entendre que tout le monde ne va pas être logé à la même enseigne? Eh ben oui, tout à fait, exactement. Non, tout le monde ne va pas être logé à la même enseigne comme tu dis, parce qu'effectivement, il va y avoir une partie où l'éclipse va être totale, mais une grande partie, en fait, ne verra que le moment partiel de l'éclipse. Donc tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Et en fait,
il faut s'intéresser au chemin de la bande de totalité pour comprendre que déjà, ça va être relativement étroit. Donc, les régions qui vont être concernées par la phase totale de l'éclipse vont être relativement peu nombreuses. Et vous allez voir que ça va être compliqué et en même temps, il y a quelques petites subtilités. Alors, première petite chose avant de commencer ce chemin de la bande de totalité de l'éclipse, il y a un truc absolument exceptionnel qui va se passer pour cette éclipse, c'est-à-dire que l'éclipse va commencer le 13 au petit matin, mais elle se termine le 12 au soir. Alors, qui comprendre dans cette affaire? Eh bien, on va justement retracer ce chemin de la totalité pour comprendre. Donc, il faut savoir que la bande de totalité, elle démarre donc dans l'Arctique sibérien, comme je le disais, donc le 13 au petit matin, pour descendre ensuite, alors, pour remonter d'abord au niveau du pôle Nord, puis redescendre ensuite de l'autre côté de la Terre, donc en redescendant sur la côte est du Groenland. Et là, vous comprenez un truc, c'est que on change de fuseau horaire. Donc d'un côté, on est déjà au 13 le matin, et de l'autre, eh bien, on revient au 12 en soirée. C'est pour ça qu'en fait, on va avoir l'impression que l'éclipse rétrograde finalement par rapport au temps. Donc une fois qu'elle est descendue sur la côte est du Groenland, donc elle va passer sur la côte occidentale de l'Islande, transiter sur une grande partie de la moitié nord de l'Espagne, et puis enfin venir s'échouer dans la soirée du 12, donc sur les îles Baléares. Donc finalement, le choix du site d'observation ne va pas être aussi compliqué que prévu, parce que finalement, à moins d'avoir envie d'aller tenir compagnie aux ours polaires, bah, il y a véritablement que deux régions plutôt faciles d'accès et pas trop isolées, soit dit en passant. Il s'agit de l'Islande et l'Espagne. Alors, si on prend l'Islande par exemple, bah, c'est l'Islande où l'éclipse totale durera le plus longtemps et d'ailleurs passera le plus haut dans le ciel. Puisqu'en effet, le moment de la totalité va durer 2 minutes 18 et l'élévation du Soleil sera de 25 degrés. Oui, mais la grande inconnue, c'est quid de la météo? Parce qu'en Islande, même au mois d'août, la météo est très, très, très incertaine. On a une couverture nuageuse, généralement, qui est très prononcée, et il sera plutôt difficile de trouver des éclaircies, peut-être au moment de l'éclipse. Côté péninsule ibérique, alors l'éclipse totale se produira un peu plus bas sur l'horizon, bon, 10 degrés au mieux, hein, quand on regarde le côté nord de l'Espagne sur la côte atlantique, 10 degrés au mieux, et durera un petit peu moins longtemps qu'en Islande, 1 minute 50 au maximum. Donc sur le papier, la configuration, elle s'annonce un peu meilleure sur la côte atlantique nord, donc côté nord de l'Espagne, mais là encore, un peu comme l'Islande d'ailleurs, le facteur météo pourrait être un peu plus favorable si on descend plus à l'intérieur des terres. Donc ça va être un compromis finalement à trouver entre profiter au maximum de l'éclipse et puis les conditions locales de météo du moment. Du côté de la France, eh bien, on aura quand même pas moins de 90% dans le nord et l'est du territoire, plutôt 95% d'éclipses partielles dans le nord-ouest, mais on ne dépassera nulle part pas plus de 99,4%. Et ceux qui seront les mieux lotis en France, eh bien, ce seront ceux qui se trouveront dans le Pays basque. Ceci dit, où que ce soit sur le territoire français, il n'y aura pas de totalité. Pour le reste de l'Europe, donc l'éclipse sera partiellement visible sur une grande partie de l'Europe, mais aussi, je ne l'avais pas mentionné forcément tout à l'heure, de l'Amérique du Nord et notamment le Canada. Ok, alors quand on arrive maintenant au moment de la totalité, à quel genre de spectacle on peut vraiment s'attendre? Alors là, ça devient impressionnant. Il ne faut pas simplement regarder que le phénomène en lui-même, il faut aussi s'intéresser à tout l'environnement qui se passe autour de vous. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Alors déjà, la première chose, quand la Lune a quasiment complètement grignoté le disque solaire, vous sentez évidemment que la luminosité ambiante s'affaisse, mais ça se fait graduellement.
Et puis, quand vous regardez en direction de l'horizon, alors si vous avez évidemment un horizon suffisamment dégagé pour ce faire, vous allez voir un truc absolument spectaculaire. C'est l'ombre de la Lune arriver à une vitesse extrême, fondre finalement littéralement sur vous. La vitesse de l'ombre de la Lune sur la Terre, elle est en moyenne de 2000-3000 km/h. Donc c'est absolument énorme. Et ce phénomène-là d'ombre qui arrive à grande vitesse sur vous, vous pouvez le voir évidemment si vous regardez dans la bonne direction au bon moment. Alors une fois que la totalité est faite, donc là déjà, vous avez une ambiance crépusculaire. C'est-à-dire que là, la luminosité ambiante est. Alors, c'est pas la nuit noire, hein, il y a encore un petit peu de lumière ambiante, mais elle est vraiment effondrée. Et en fait, ça donne un puissant effet sur la nature. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a un petit vent qui se lève, les températures s'effondrent de l'ordre. Alors, parfois, quand l'éclipse totale dure plusieurs minutes, ça peut même s'effondrer jusqu'à 10 degrés inférieurs à avant l'éclipse. Donc, c'est quand même énorme. Vous imaginez que, vu la luminosité ambiante qui diminue, eh bien, les animaux, la nature fait un silence le plus complet. Personne ne comprend rien à ce qui se passe. Et en fait, les animaux ont l'impression qu'il est l'heure d'aller se coucher. Et donc, les bruits de la nature, finalement, on ne les entend quasiment plus du tout. Donc ça aussi, c'est impressionnant. Alors, revenons sur le Soleil en lui-même, rapidement. Ce qui se passe, bah, vous en avez une illustration derrière moi, en arrière-plan. Alors, c'est quand même très exagéré cette illustration, parce que là, c'est une photo qui a été prise. Donc, une photo rend des choses qui sont un peu supérieures en termes de rendu par rapport à ce que l'œil humain peut percevoir. Mais on voit effectivement ces longs filaments qui sortent de derrière, de dessus finalement le disque solaire et de derrière la Lune. Et ça correspond à ce qu'on appelle la couronne solaire. Donc c'est le champ magnétique du Soleil qui s'étend comme ça dans l'espace interplanétaire. Alors vous avez ça. Autour de la Lune, vraiment, quand vous regardez la surface de la Lune, alors là, ça se voit plutôt aux instruments, bien qu'à l'œil nu, vous pouvez les apercevoir légèrement. Ce sont des petites flamèches de couleur rosâtre, qu'on appelle en fait des protubérances et qu'on voit très bien quand on regarde le Soleil dans une lunette en H-alpha. Eh bien ça, vous les voyez très bien à l'œil nu, sans aucun filtre, au moment de la totalité. Donc ça, c'est impressionnant aussi à voir au moment de la totalité de l'éclipse. Et puis en regardant le ciel autour de vous, en dehors de l'éclipse évidemment, vous allez apercevoir quelques planètes brillantes. Et parmi les étoiles les plus brillantes, Arcturus par exemple, vous allez voir également Jupiter, vous allez voir Vénus, qui sont à ce moment-là pas très très loin du Soleil. Donc il y a vraiment plein de choses à voir. Concentrez-vous bien entendu sur le rendez-vous entre le Soleil et la Lune en lui-même, mais n'oubliez pas de prendre un petit peu les sensations de la nature autour de vous. Voilà, c'est vraiment un spectacle extraordinaire à observer, mais il ne faut pas oublier que cela comporte quand même quelques risques. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, s'il te plaît, Mathieu, les éléments de sécurité pour observer ce genre de phénomène? Bah, c'est assez simple, hein. Déjà, les lunettes à éclipse obligatoires quand on veut observer visuellement la chose. Tant que la Lune n'a pas complètement recouvert le disque solaire, on garde les lunettes à éclipse sur le nez. Alors, évidemment, si on observe derrière des instruments optiques, quels qu'ils soient, télescopes, jumelles, lunettes astronomiques, longue vue, etc., on n'oublie pas d'apposer la filtration nécessaire à l'ouverture de ces instruments également, en n'oubliant pas que les filtres doivent également être homologués. Parmi les filtres classiques avec un bon rapport qualité-prix et homologué, vous avez par exemple la feuille AstroSolar qui peut très bien convenir pour ce genre de phénomène. N'oubliez pas de la prendre en densité 5 toutefois, avec un pouvoir de filtration de 100 000 fois. C'est-à-dire que la lumière du Soleil ne vous parvient qu'à proportion de 1 cent millième. Voilà. C'est juste la seule subtilité à laquelle il va falloir faire attention. Et puis, bah, une fois que le moment de la totalité est arrivé, que la Lune a complètement recouvert le disque solaire, quand vous en êtes absolument certain, là, vous pouvez faire tomber les lunettes à éclipse, les filtres également devant les ouvertures d'instruments optiques, mais soyez extrêmement vigilants.
la totalité de l'éclipse ne dure que 2 minutes, voire même pas. Si vous êtes en Espagne, ça durera moins de 2 minutes. Donc soyez très 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 vigilants aux horaires qui sont indiqués pour le retour finalement du moindre rayon lumineux solaire, parce qu'à ce moment-là, il faudra remettre les lunettes sur le nez et les filtres devant les télescopes. Même n'hésitez pas à le faire quelques secondes avant que la Lune ne commence à faire ressortir le Soleil de derrière elle. Parce que malheureusement, la vue est très précieuse et la perdre pour une éclipse, ce serait dommage. Bon, vous auriez vu une dernière belle chose avant de perdre vos yeux, mais quand même, on aimerait les conserver le plus longtemps possible. Donc, bien attention les yeux, en effet. Et je rappelle juste, ça dit en passant, que nous avons consacré justement une vidéo à propos de l'observation du Soleil. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne. Et je la mettrai même en fiche à l'écran en haut à droite. Vous pourrez vous y rendre directement. Alors, juste un secret peut-être pour une éclipse réussie. Non, bah, il n'y a pas vraiment de secret en fait, enfin à part des secrets de polichinelle peut-être. Pour cette éclipse, hein, les secrets sont connus de tout le monde. La seule chose, enfin, pour la réussite d'une éclipse, finalement, la seule chose à laquelle il va falloir prêter attention, je dirais, c'est d'avoir une grande mobilité. C'est-à-dire de prévoir plusieurs plans, d'être prêt à se déplacer, parce qu'en fait, le grand facteur inconnu au moment de l'éclipse, ça va être la météo locale. Peu importe où vous vous situez, que ce soit sur la bande de centralité en Espagne, en Islande ou autre, ou bien que ce soit dans les zones de partialité, comme par exemple si vous restez en France. Donc, faire attention aux facteurs météo local. Alors ça se prévoit le jour même ou la veille au mieux. Donc, prévoir plusieurs plans, être prêt vraiment à circuler d'un plan A à un plan B, voire prévoir même un plan C. Pas hésiter à être prêt à faire des dizaines, voire des centaines de kilomètres, avoir la voiture finalement prête à partir dans un endroit où la météo serait annoncée pour être plus favorable. Donc, grande mobilité. Voilà, donc un magnifique événement à observer. Et j'espère que vous aurez la chance de pouvoir justement eh bien, l'observer ce mois-ci, donc ce 12 août. Nous passons maintenant à ce troisième événement. C'est le 13, c'est le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Alors cette fois-ci, eh bien, je me tourne vers Robin. Si tu peux nous donner eh bien, plus de détails sur cette pluie d'étoiles filantes. Cette fois aussi, c'est un autre spectacle gratuit, mais qui aura lieu non pas le jour, mais la nuit. Le 13 août, ça sera donc le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Perséides, une des plus belles de l'année. Donc, tous les ans, on a le droit à cette magnifique pluie d'étoiles filantes. En fait, chaque année, notre Terre traverse un nuage de poussière qui a été formé par une comète, la comète qui porte le nom de Swift-Tuttle. Et en fait, elle a formé dans son sillage des petits grains de poussière, de matière, qui, lorsque la Terre va passer dans ce sillage, parfois des grains de matière pas plus gros qu'un grain de sable, vont pénétrer dans l'atmosphère et former des pluies d'étoiles filantes lorsque ces grains de sable vont consumer. Il faut savoir que ces grains de sable, ils vont se consumer parce qu'ils vont rentrer très très rapidement dans l'atmosphère par effet de friction, hein, comme si on se frottait les mains qui se chauffent, eh bien, les grains de poussière vont s'échauffer et brûler et former la nuit ces pluies d'étoiles filantes qu'on connaît. Alors pourquoi ce rendez-vous est aussi particulier? Eh bien parce que eh bien, c'est un des rendez-vous les plus incontournables de l'année, étant donné que on attend presque plus d'une centaine de météores à l'heure. Alors évidemment, on ne peut pas forcément prédire exactement combien il va y en avoir à telle ou telle année, mais c'est un des plus gros, une des plus grosses pluies d'étoiles filantes. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir chaque année. Alors, voilà, comme la plupart des pluies d'étoiles filantes, voilà, essayez de vous éloigner de l'éclairage urbain des villes et de vous allonger vraiment dans l'herbe, par exemple, avec un petit plaid, de vous habituer à la lumière, à la pénombre, euh, en limitant au maximum la pollution lumineuse. Il faut compter entre 20 et 30 minutes pour vraiment observer le maximum de pluies d'étoiles filantes. Alors les Perséides, ça aura lieu dans la constellation de Persée, hein, qui porte son nom. Donc après voilà, globalement,
vous aurez l'occasion de voir des étoiles filantes un peu partout dans le ciel. Donc voilà, ça y est, attentif et les yeux grands ouverts. Et en ce qui concerne la photo, un grand angle, ou même vous pouvez tenter de la photographier au smartphone, des poses de 10 à 20 secondes sans suivi, vous permettront quand même, si vous avez de la chance de pouvoir eh bien, avoir une étoile filante, ou plusieurs même, lors de votre pose, eh bien, vous pourrez la voir sur votre appareil photo. Donc c'est assez facile, assez accessible à faire. Donc voilà, c'est un événement très très particulier, très très intéressant, parce qu'en plus c'est l'été, donc il fait plutôt bon le soir. Et événement aussi plébiscité par les astronomes et les associations, puisque à cette occasion, de nombreuses associations proposent la nuit des étoiles. Donc ça sera un petit peu, un petit peu avant, ça sera du 7 au 9 août. Donc voilà, si vous avez aussi envie de profiter d'événements astronomiques avec des animateurs, des conférences et plein d'autres événements, n'oubliez pas qu'il y aura la nuit des étoiles un petit peu avant. Donc voilà, profitez de ces événements qui sont totalement gratuits. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFA, l'Association française d'astronomie, en tapant peut-être Nuit des étoiles. Vous aurez une carte qui regroupe l'ensemble des associations, des communes, enfin des événements qui aura lieu dans toute la France. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et profitez de cette soirée. Voilà encore une autre belle occasion cette année de pouvoir observer donc cette magnifique pluie d'étoiles filantes et on espère qu'elle vous en mettra plein les yeux. Alors on va terminer maintenant avec ce dernier événement qui a lieu le 28 août, donc à la fin du mois. C'est une éclipse partielle, cette fois-ci de lune. Alors comment va se dérouler cet événement? Si tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Pascal. Oui, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, Nathan, le 28 août, les Leftos auront rendez-vous avec un magnifique spectacle céleste, une éclipse partielle de lune. Mais au fait, qu'est-ce qu'une éclipse de lune? Eh bien, contrairement à une éclipse de soleil, c'est ici la Terre qui s'interpose entre le soleil et la lune. En fait, notre planète va projeter son ombre dans l'espace et c'est la Lune qui va traverser cette ombre. Et lors d'une éclipse partielle, eh bien, seule une partie du disque lunaire pénètre dans l'ombre de la Terre. On a donc l'impression qu'un morceau de lune est grignoté en fait par une ombre sombre. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce phénomène est totalement sans danger pour les yeux, hein, contrairement à celle que nous a présentée tout à l'heure, l'éclipse de soleil de Mathieu. Alors, aucun instrument de protection n'est nécessaire. Des jumelles ou un petit télescope permettront simplement d'en apprécier davantage les détails. Et en France, eh bien, ce phénomène débutera en pleine nuit. La phase partielle commencera vers 5h12, avec un maximum une heure après, vers 6h12, donc juste avant le lever du soleil. Et à ce moment-là, bien près de 94% du diamètre de la Lune sera plongé dans l'ombre de la Terre, offrant un spectacle particulièrement impressionnant. Et la phase partielle bien, se terminera une heure après, donc vers 7h13. Alors bien sûr, les horaires peuvent varier légèrement hein, selon les régions. Un détail fascinant, c'est que pendant une éclipse, la partie plongée dans l'ombre n'est pas toujours complètement noire. Elle peut prendre une teinte rouge, voire même cuivrée. Eh bien, cette couleur provient de la lumière du soleil qui est déviée par l'atmosphère terrestre. Eh bien, c'est exactement le même phénomène qui donne au ciel ces magnifiques couleurs rouges au lever et au coucher du soleil. Alors, si la météo est de la partie, eh bien, pensez à régler votre réveil. Trouvez un horizon ouest bien dégagé, éloignez-vous le plus possible des lumières de la ville et profitez de ce rendez-vous exceptionnel avec notre satellite naturel, la Lune.
Voilà un bel événement donc encore à observer donc à la fin du mois. Et on espère que vous aurez l'occasion bien sûr de l'observer. On va terminer maintenant notre émission avec la deuxième partie. On va d'abord passer à la deuxième partie. Euh, donc les pépites du mois. Et ce mois-ci, donc Mathieu a choisi de nous en présenter une. Donc nous t'écoutons, nous t'écoutons. Donc, circonstance oblige, je vais revenir sur l'événement du mois que va être cette éclipse solaire. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à aucun moment je vous ai parlé des horaires de contact et du maximum de cette éclipse du 12 août. C'était volontaire. Et en fait, je voulais vous permettre de le découvrir par vous-même en vous indiquant en fait une application web gratuite qui est dédiée à l'éclipse solaire du 12 août, qui s'appelle eclipsefan.org, que j'apprécie particulièrement, donc que je voulais vous faire découvrir. Et en fait, sur cette application web, vous avez donc une carte interactive sur laquelle vous allez en fait pouvoir visualiser les zones de visibilité, donc la bande de totalité, la zone de pénombre, etc. Mais également calculer en fonction de l'endroit où vous êtes, où vous comptez aller, les horaires de contact, mais également la durée de la totalité, le maximum de la totalité, etc., etc. Et puis, cette application-là vous permet également, et ça c'est le petit plus, franchement, c'est pour ça que je vous la conseille, d'estimer vos chances de beau temps en fonction de l'endroit soit où vous êtes situé, soit où vous voulez aller, grâce à des données météorologiques historiques qui sont basées en fait sur des archives EUMETSAT, de la SAF, etc. Donc vous pouvez également vérifier la visibilité du Soleil avec le profil d'horizon 3D qui tient compte en fait du relief environnant là où vous allez vous situer également. Et puis il y a encore d'autres choses que cette application vous permet de faire que je vous laisserai découvrir par vous-même. Eclipsefan.org, c'est vraiment l'application web que je vous conseille d'avoir pour ce 12 août et même d'aller la consulter avant pour préparer vos observations du jour. Et ben voilà, merci. Vous avez plus qu'à vous y rendre maintenant. Et nous terminons maintenant notre émission par cette photo du mois. Alors, ce mois-ci, on vous présente un champ large dans la constellation du Cygne, autour de la région NGC 6888, dont on voit la principale représentante, c'est-à-dire la nébuleuse du Croissant, que vous pouvez voir dans le coin supérieur droit de l'image. Alors, cette image, elle a été prise avec une lunette apochromatique de 94 mm pour une durée totale d'acquisition d'environ 3h30. Donc c'est une photo de qualité avec une grande profondeur dans l'image et de nombreux IFN visibles. En tout cas, eh bien, nous vous remercions à tous et à toutes de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission. Nous nous donnons rendez-vous bien sûr le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.